Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, au programme de l'immobilier et du vélo à Biarritz. On démarre avec l'immobilier et on démarre avec... Alors, vous allez voir des choses vraiment nouvelles, intéressantes, avec la présidente d'Orpi qui revient nous voir. Donc, Christine Fumagalli, présidente d'Orpi. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane. Alors donc, Orléans. Orléans, c'est toujours une ville privilégiée pour la destination. C'est toujours le boom. Toujours le boom. C'était très très spectaculaire. Oui. Je crois que c'était des hausses de 30%. Alors, vous nous parliez on au sortir du confinement. On était au-delà de 20% effectivement sur les villes d'Orléans. On a Le Havre qui a rejoint Orléans. On a Limoges qui a plus 15%. Donc on a un vrai Limoges, c'est déjà plus loin. Enfin, Limoges, c'est déjà une ville qui doit presque vivre par elle-même, quoi. Enfin, il y a... Oui, c'est vrai que c'est une ville qui par elle-même s'autosuffit, qui a fait beaucoup de choses et qui économiquement a s'autosuffire, qui est très fort. Mais c'est ce concept. Alors, on va laisser de côté Le Havre. Je ne crois pas qu'il y ait de cathédrale au Havre, mais c'est ce concept de ville-cathédrale là. Reims, Chartres, Orléans. Qu'est-ce que vous avez d'autre? J'avais regardé un petit peu autour de Paris. Alors, autour de Paris, on a des villes dans le Perche, qui sont des villes qui montent. On a eu Évreux aussi, qui n'est pas tout à fait le Perche, mais on a Évreux, qui est il y a une cathédrale à Évreux, une vraie destination. Je n'ai pas l'impression, je me renseignerai, mais je n'ai pas le sentiment. Bon, après, on a effectivement, plus en allant vers le nord, on a des villes comme Beauvais, qui sont des villes qui ont là, il y a une cathédrale. Je suis en train de chercher où on a la cathédrale. Beauvais, il n'y a pas de doute. En fait, toutes les villes moyennes qui sont à des distances raisonnable pour pouvoir faire des trajets, que ce soit en voiture ou que ce soit donc en moyen de transport en commun, sont des villes qui émergent. Et quand on fait un sondage aujourd'hui chez Orpi en avril, on a 52% des détenteurs de projets qui ont envie d'aller vers des villes moyennes. Donc voilà, ça représente aujourd'hui une majorité de gens qui cherchent à bouger. Ça peut faire vraiment du volume, ça, Christine? Enfin, parce que bon, il y a du déclaratif. Après, il faut organiser la vie dans ces villes-là. Alors, ce qui est à surveiller, c'est la façon dont les projets vont se terminer. Mais on a quand même 23%, donc presque un quart des projets qui aujourd'hui nous disent on veut absolument, on finalisera. Quand vous dites un quart des projets en volume, est-ce que je peux avoir une idée en volume de ce que ça représente? C'est quoi? C'est 10 000, 20 000, 50 000 projets? Alors, si on parle du nombre de transactions chez Orpi, on est à plus de 40 000 transactions à l'année. Je vous laisse faire le calcul. D'accord. Ça représente déjà un mouvement important vers les villes moyennes. Ouais. On a également des clients qui flèchent également sur les zones rurales, notamment les investisseurs. Ça, c'est également une vraie tendance. C'est que tout le monde a entendu que ces zones rurales et que ces zones en ville moyenne, donc plutôt les régions et hors métropole, sont en train de prendre de la valeur. Donc on a des investisseurs plutôt jeunes qui sont en train de regarder pour aller acheter notamment dans les zones Action Cœur de Ville ou en tout cas éligibles de Normandie. C'est peut-être aussi une bonne façon aujourd'hui d'arriver à faire fonctionner ce dispositif. C'est quoi? Alors, je connais pas, là, je dois vous dire, je connais pas. Il y a tellement de dispositifs de défiscalisation immobilier, celui-là m'avait échappé. C'est quoi le dispositif de Normandie? Alors, le dispositif de Normandie, c'est toute la partie aide que l'on peut avoir en fiscalité, dans la mesure où on achète un bien dans des villes qui sont éligibles, donc qui ont fait acte de candidature. Il y en a 223 ou 224 pour les revitaliser, en fait. Pour revitaliser les cœurs de ville, parce que c'est des cœurs de ville qui étaient en détresse et qui, avec ce mouvement de population là depuis 18 mois, vont retrouver tout doucement, à condition bien sûr qu'elles fassent aussi des efforts d'infrastructure, parce que il faut des crèches, il faut du transport, il faut des commerces, il faut pas. Non, mais c'est ça le truc, c'est que et puis c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des maires super courageux pour investir et attirer le monde, parce que, ça peut se faire dans l'autre sens, mais je parle, c'est votre expérience. En tout cas, il faut qu'ils attirent, parce qu'il y a effectivement des dispositifs fiscaux qui peuvent attirer, il y a les mouvements et les envies de nos clients qui ont envie de verdure, qui ont envie d'aller vers ces zones-là, mais pour les attirer de façon définitive et surtout les faire rester, parce que le but c'est qu'elles y restent, qu'elles s'installent, qu'elles fassent des enfants, qu'on ait vraiment des acteurs économiques en local, il faut que les maires prennent ces sujets-là à bras-le-corps, donc on espère que cette tendance va s'installer, parce que ça fait un vrai rééquilibrage de l'univers de l'immobilier, qui était sous-jacent en fin 2019, parce qu'on en parlait, on parlait déjà d'Orléans à l'époque, on avait déjà dit attention, les villes nouvelles, on commence à avoir des villes moyennes qui sont des villes de nouvelles destinations, on sentait des envies d'aller voir un peu ailleurs. Mais par contre, avec 2020 et la crise Covid, alors là, ça a pris une vraie... Ah ouais, mais je n'avais pas ça en tête. En fait, encore une fois, c'est parce que c'est vraiment le lieu commun maintenant, c'est accélérateur de tendance. Oui. Même pour l'immobilier, vous avez Même pour l'immobilier. cette envie de Limoges.
Envie Vous d'image, saisissez au triple, là, comme ça. alors, envie de Saint-Amand-Montrond, envie de Montrevel-en-Bresse. C'est où ça, Saint-Amand-Montrond? Attention, parce qu'avec moi, j'ai envie de tout savoir. C'est une ville qui est dans la Nièvre. On a également des villes comme qui sont dans la banlieue, dans la grande banlieue de Lyon. C'est une vraie rupture, pour le coup. Montrevel-en-Bresse, que je ne connaissais pas, qui est une ville de 2500 habitants, qui a une explosion. On a fait plus de 55 signatures de compromis dans le mois qui a suivi la sortie de confinement. 55 personnes, 55 logements dans une ville de 2500 habitants. 2500 et les petits hameaux autour, quand même. Voilà. Donc, au-delà des envies, au-delà de cet effet de coup d'accélérateur du phénomène du Covid et du confinement, on a une vraie tendance qui s'installe. Et je suis convaincue que le télétravail favorise aussi. C'est ça, télétravail. Et puis on va voir ce qui se passe sur l'immobilier de bureau. Je me souviens très bien. Les formidables patrons de bureaux locaux qui étaient venus discuter avec nous. Il y avait, du côté de Reims, il se passait des trucs dingues en termes de réservation sur l'immobilier de bureau. Enfin voilà, si ça suit. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors autre point qui m'intéresse beaucoup dans votre actualité, Christine, c'est on parle comme les acteurs, votre actualité. C'est non mais alors là, soyons sérieux. Donc association avec deux plateformes digitales qui s'appellent GarantMe et Luco, c'est ça? Oui. Donc Luco, on verra après. Vous verrez ce que c'est avec Raphaël Vuillerme. Donc qu'est-ce que offre garantie de loyer impayé. Racontez-moi un petit peu pourquoi vous voulez changer la donne là-dessus. Alors on veut changer la donne parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une friction du marché entre les locataires et les bailleurs, une tension qui s'est créée avec ce marché, cette offre et demande qui est complètement déséquilibrée. Et puis ces exigences... Trop de demandes, vous voulez dire. Trop de demandes, trop d'exigences des bailleurs sur les garanties et sur les niveaux de revenus et les cautions, etc., qui créent une vraie tension et qui empêchaient beaucoup de nouveaux acteurs sur le monde du travail, comme les CDD, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui se retrouvaient ne pouvant pas accéder au logement parce que ne rentrant pas dans les cannes de la garantie des loyers impayés. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on arrête de dire non aux clients. En gros, si vous étiez salarié, ça allait, sinon vous étiez foutu. Et comme on sait que le salariat et le CDI sont quand même plutôt en perte de vitesse et qu'on est sur des vraies tendances de mobilité, ils ont dit, il faut absolument réfléchir. Donc on s'est dit, il nous faut une solution qui permette l'accès au logement à toutes ces personnes qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont décidé de faire autre chose que du salariat classique en CDI et qui sont tout à fait solvables avec une caution qui leur permette d'accéder au logement. Et de l'autre côté, on sait qu'un bailleur, lui, ce qui le fait trembler au quotidien, c'est est-ce que je vais toucher mon loyer ? Dans quel état je vais récupérer mon logement ? Et pour garantir au bailleur de toucher à date fixe un loyer qui va juste lui permettre de payer l'emprunt qu'il a sur son bien. Christine Fumagalli, donc la présidente d'Orpi, était notre invitée. Le vélo, mais l'idée que vous puissiez vous-même financer une partie de la réindustrialisation de notre cher vieux pays. Vous allez voir ça sur Sud Radio. On repart avec Thibaut Alm qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Fondateur de Colline. Ça va, je prononce bien Colline? Exactement, tout à fait. Alors on va parler de vélo, je le disais. On va parler... Bordeaux, c'est ça À Biarritz. Biarritz. Attention, c'est pas pareil. J'étais pas très loin quand même. Ah ouais, tout à fait. J'étais pas très vu de Paris, j'étais pas. Voilà, c'est là-bas, quoi. Vous voyez. Et alors, et pourquoi ce Colline? Enfin, ça vient d'où? Juste un petit mot comme ça. Alors, en fait, l'idée de Colline, c'était déjà de sortir de l'univers technique. En fait, c'est de faire des vélos pour l'usage quotidien. Donc, on s'adresse pas à des personnes qui sont forcément connaisseurs passionnés du vélo. Donc, finalement, c'était le nom parce que ça. C'est personnifier le vélo en fait, c'est donner une identité au vélo qui est un vélo qui peut s'adresser aux hommes comme aux femmes. Et du coup, le prénom, selon l'écriture, peut être masculin ou féminin. D'accord. Oui, c'est pas écrit comme le prénom, c'est écrit avec deux E, N. Alors, c'est écrit comme un prénom anglais. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Tout à fait. Parce que, d'ores et déjà, vision internationale aussi pour vous ? Tout à fait. C'est ça, les nouveaux entrepreneurs. Et alors, il y a plein de choses qui m'intéressent. D'abord, on va aller sur le crowdfunding parce que je trouve ça très intéressant. Puis c'est en train de partir de partout. Donc voilà, vous allez me dire ce qui vous intéresse dans cette histoire. Mais d'abord, le boom du vélo, vous le vivez vous aussi là aujourd'hui. Enfin, on parle que de ça depuis maintenant un an. Exactement. Alors nous, on a commencé à travailler sur Colline. On est sur le très haut de gamme. On est sur le très haut de gamme. On a commencé à travailler sur Colline fin 2012. Donc c'est quelque chose de longue date. On profite
aujourd'hui du boom du vélo, mais surtout dû au fait que nous, on fabrique en France, on fabrique dans nos ateliers. On va le voir là, justement. Donc, contrairement à beaucoup de fabricants qui sous-traitent la fabrication en Asie. Alors, c'est vrai qu'on voit, on va le voir d'ailleurs, on va voir notamment l'ensemble des tubes là, qui sont en carbone, voilà, c'est ça. Après tout, alors on va parler du moteur ensemble. Après tout le bloc, enfin, vous faites du Shimano comme tout le monde finalement. Tous les freins, etc., ça vient du Japon, non? Non. Non. Non, pas du tout. Donc en fait, on travaille en interne, on fabrique toute la partie composite, donc toute la partie carbone, c'est-à-dire le cadre. C'est ce qu'on va voir là, voilà, la découpe des plis carbone. Exactement. etc. Donc là, c'est vraiment un travail très complexe, très minutieux. On a 313 plis carbone sur chaque cadre, donc c'est 313 couches carbone mises à la main une par une. Donc on fait toute cette étape de fabrication. On a développé toute l'électronique qui est spécifique, donc ça c'est des composants qu'on a développés du côté de Bordeaux. L'électronique, c'est le bloc moteur, ça. Alors c'est batterie, l'écran, c'est tout le bloc moteur. On travaille avec un sous-traitant américain. On a un moteur spécifique. Alors nous on est sur un moteur beaucoup plus puissant que ce qu'on peut retrouver sur les vélos traditionnels, parce que c'est des vélos qui sont essentiellement destinés à être des speed bikes. Donc on a toute la gamme qui est déclinée en speed bikes. Ce sont des vélos qui vont à 45 km/h. C'est ça. Donc il y a beaucoup plus de puissance. Et on n'utilise pas spécialement de transmission type Shimano ou SRAM parmi les plus connus. On utilise des composants qui sont un petit peu plus premium, plus sélectifs, comme par exemple on a une boîte de vitesse intégrée dans le vélo, et ça c'est fabriqué en Allemagne, donc c'est Pignon qui fabrique ça. Donc c'est les anciens ingénieurs de chez Porsche. J'ai reçu les concurrents de Pignon. Vous avez des Français qui font ça, qui se sont alliés avec Valeo là. Oui, tout à fait. Ben oui. Tout à fait. On les connaît bien, on est aussi en discussion. Mais en effet, c'est le même type de... Voilà, moi je suis pas du tout, pas du tout extrémiste du Made in France. C'est votre démarche est intéressante. Voilà, c'est la démarche est intéressante. Et moteur quand même, parce que le moteur lui-même. Ouais. Globalement, il est Bosch, non? Non. Il peut être autre chose que Bosch? Ouais, tout à fait. En fait, Bosch, Shimano font des moteurs pédaliers, plutôt orientés pour des vélos à assistance électrique, donc qui vont à 25 km/h. Donc ça fonctionne en 36 volts. Nous, on est sur des moteurs qui sont plus puissants. Ils supportent 1500 watts. Ils fonctionnent en 48 volts. Et ils viennent des États-Unis alors? Et ils sont d'origine américaine, tout à fait, ouais. Quand vous dites d'origine américaine? Alors, il y a une partie fabriquée en Asie, mais comme tous les moteurs. Oui, non. Mais en effet, c'est une conception vraiment. En fait, aux États-Unis, ils se vendent pas de vélos qui vont à 25 km/h avec des puissances de 250 watts. Donc, c'est des vélos qui sont tout de suite sur des puissances de 500 watts. À l'américaine. Et donc, c'est plus orienté speed bike. Faut savoir quoi, là, il y a plus de puissance, plus de contraintes. De fatigue, etc. Et là, en ce moment, où sont... Parce que j'imagine que vous vivez les pénuries, les tensions sur les fournisseurs, des choses comme ça. Alors forcément, il y a... Par exemple, sur les pièces un peu plus traditionnelles, par exemple les pneus, on travaille avec Schwalbe. Là, on est sur des... Ouais, en effet, il y a quand même des délais à rallonge, donc il faut prévoir dès maintenant des stocks sur un an. C'est moins vrai sur les composants type pignon qui sont très exclusifs, où là il y a moins de problématiques comparé à ce Allemands de pignon qui n'ont rien à voir. Si vous connaissez le vélo, vous vous dites mais oui, c'est le pignon des railleurs. Non, ça n'a rien à voir. C'est une pure coïncidence. Ouais, tout à fait. Mais c'est très intéressant. Et donc vous faites le pari que tout ça va être durable. Ah oui, puisque tout à fait. Vous investissez, puisque là, donc vous allez même solliciter finalement chacun d'entre nous pour participer à votre croissance. Alors, vous estimez que tout ça est durable et qu'il faut monter l'outil industriel. Exactement. En fait, le marché du vélo se structure. Le marché du speed bike, alors, est complètement inconnu en France. C'est un marché qu'on connaît en Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande. C'est en pleine croissance. Juste un point de règlement speed bike, vous n'êtes pas sur les pistes cyclables normalement. Exactement. C'est ça, Alors en Europe, à l'exception de la Suisse, c'est un cyclomoteur léger. Donc pour le moment, on s'est considéré comme un petit scooter. Donc on n'a pas le droit, comme un Solex. C'est le retour du Solex. Exactement. Donc on n'a pas le droit d'être sur les pistes cyclables. Par contre, et il faut un petit brevet de circulation. Là, il faut une petite, oui, voilà, ou avoir son permis voiture. D'accord. Et donc il y a une plaque d'immatriculation. Tout à fait, une assurance. En fait, c'est comme un scooter. En fait, il faut le voir comme un scooter, mais avec les avantages du vélo. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le train, on peut le mettre dans son appartement. Finalement, c'est pas plus contraignant qu'un scooter. Très impressionnant quand ça démarre, je dois avouer. Voilà, exactement. C'est quand même un effet bœuf. Et alors, c'est pas vrai en Suisse, dans le sens où en Suisse, la réglementation, ils ont considéré ça comme un vélo rapide. Et c'est pour ça que ça marche aussi très bien en Suisse, puisqu'il y a quand même une plaque, quand même une assurance, mais on peut prendre les pistes cyclables. Ils ont des meilleures infrastructures aussi.
C'est un point qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Mais justement, vous n'avez pas peur que cette réglementation, suivie ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on en voit des speedbikes sur les pistes cyclables et j'avais jamais remarqué qu'ils avaient une plaque d'immatriculation. Voilà. Donc, vous n'avez pas peur que ça freine le marché, que ça limite le marché justement? Alors en France, pour le moment, ça limite quand même drastiquement le marché. Oui. Parce que les revendeurs de vélos sont pas prêts forcément à promouvoir ce type de produit. Mais pourtant, vendre un scooter, c'est très facile en France. Et il faut juste le considérer différemment. Donc, si on voit à l'image de ce qui se passe, par exemple, en Belgique, qui a la même réglementation qu'en France, les magasins ont vraiment choisi le créneau du speedbike pour certains, et ça marche très bien. Donc, c'est une autre approche. Alors, j'y pensais pas, mais je pense aux gars qui vendent des scooters, vous savez, qui se posent de certaines questions. Aussi. Quand même. Tout à fait. En effet, le marché des revendeurs cyclomoteurs, vélo, moto, ça va clairement évoluer avec les prochaines années, parce qu'aujourd'hui il y a les motos électriques qui arrivent, il y a les scooters électriques, tout est en plein chamboulement. Donc aujourd'hui on voit des magasins qui commencent, et même des franchises qui s'ouvrent, où ils partent de la trottinette jusqu'à la moto électrique. Ouais, mais vous avez, enfin bon, là, on va pas parler de ça. Il se trouve que ça me passionne, mais vous avez visiblement, en l'état actuel des choses, pour arriver justement à quelque chose qui soit l'équivalent d'une 125. Là, vous avez un gap de prix qui rend les choses vraiment, en ce moment, quasi inaccessibles, quoi, tellement les batteries sont chères, tellement tout ça est compliqué aujourd'hui à faire. Donc, il y a sans doute pour vous un boulevard, là. Tout à fait. Quitte à rester à 45 ou à 50 km/h. Exactement. Bon, alors, donc, on est sur un outil industriel, je parle sous votre contrôle, hein, mais c'est 20 vélos par mois que vous faites aujourd'hui. Oui, grosso modo, oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de passer à 100 vélos par mois. Alors, en plusieurs étapes. Mais en effet, cette levée de fonds... Donc 1 million d'euros. Voilà, ça c'est l'objectif. On a une partie qui va passer par la plateforme WeSeed, donc une plateforme participative. Crowdfunding. Exactement. Et l'autre partie, c'est un investisseur direct qui nous contacte, qui sont intéressés pour poursuivre l'aventure Colline. Et cette levée de fonds nous permet de faire effet levier et derrière pouvoir financer ce développement de la production. Donc en plusieurs étapes. Aujourd'hui, en fait, en interne, on fabrique des pièces complexes en carbone. Alors c'est très manuel le carbone, hein. Donc on peut que optimiser les outillages, c'est-à-dire améliorer le process de fabrication, mais ça reste très manuel. Donc en première étape, ça va être investir dans des machines. Juste une question, c'est différent du composite le carbone? Non, c'est pareil. C'est pareil. En fait, le carbone rentre. Parce qu'on voit l'ensemble de ceux qui travaillent aujourd'hui avec les avionneurs, tout ça est automatisé, robotisé. Alors c'est pas les mêmes pièces. D'accord. C'est-à-dire que nous, ce sont des petites pièces tubulaires très spéciales. Donc ça, c'est très manuel. Ce qu'on peut automatiser dans le composite, ça va être des grandes pièces à plane où là, on va avoir des robots. Les différentes couches. Voilà, exactement. D'accord. Mais tout ce qui est très tubulaire et vraiment avec des formes complexes, là, on est sur quelque chose de très manuel. En fait, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Donc nous, on fabrique en France pour optimiser ce process. On va faire des pièces qui sortent complètement monobloc afin de gagner en temps de fabrication derrière. Alors c'est plus compliqué au niveau de la conception et des premières étapes de ce qu'on appelle le drapage, mais derrière on a une meilleure finition, on a une meilleure qualité sur le produit fini. Donc en fait, tout est dans cette réflexion-là. Et c'est fabriquer en France, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire la même chose qu'en Asie, mais juste en disant on fabrique en France. L'objectif, c'est surtout innover le process, faire ce que là où les autres fabricants peuvent pas faire avec leurs sous-traitants. Mais alors, t'entends très vite. C'est vraiment passionnant. Globalement, là, sur les perspectives que vous offrez, la solidité que vous démontrez et tout, mais enfin, vous levez de l'argent en claquant des doigts. Pourquoi est-ce que vous allez... Parce que c'est pas de la dette, c'est bien... Vous allez faire du crowdfunding en equity, c'est-à-dire vous allez vous retrouver avec 600 personnes à votre capital. Thibaut, vous êtes sûr du truc, là? Ah oui. Alors, le crowdfunding, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. On attend la première assemblée générale. Non, en fait, dans le crowdfunding, ce qui se passe, c'est qu'on crée une holding qui permet de rassembler tous ces investisseurs. Et on représente cette holding afin de faciliter au niveau de l'AG. Pourquoi Alors, ça crée aussi une communauté. C'est pas, il faut le voir aussi comme une communauté
c'est finalement des gens qui croient au projet, donc entre guillemets des petits ambassadeurs. C'est plutôt animer cet aspect-là. Et c'est pas voilà, finalement quand on cherche des investisseurs, c'est aussi le réseau qu'on recherche. C'est aussi pas forcément uniquement l'apport financier. Et l'intérêt du crowdfunding, c'est aussi ça. C'est quelque chose qu'on ne met pas forcément suffisamment en avant. Et ne pas aller plus grand, plus fort, c'est pour pas vous diluer, vous voulez garder le contrôle. Alors il y a des étapes, en effet. Là, on est sur. Parce que, à mon avis, là, vous allez solliciter 2-3 investisseurs professionnels. Ils vous font un chèque de 10 millions d'euros du jour au lendemain, je pense. Non, mais sérieusement. Ouais, mais en effet, évidemment. En effet, mais c'est des étapes. Voilà, c'est ça. Mais vous vous diluez à ce moment-là. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, en fait, là, on est quand même sur une mise sur le marché. C'est un marché qui est en pleine structuration. D'ici quelques années, la société sera vraiment bien implantée. Et là, on pourra envisager quelque chose de plus important. L'outil industriel, il est à Biarritz ? Exactement. Et il restera sur Biarritz, le secteur. Peut-être pas à Biarritz même, mais sur le secteur. Sur le secteur. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut là pour monter en puissance et pour monter en gamme. Exactement. Et puis, vous développez quand même beaucoup la vente directe. C'est-à-dire que le sujet, on parlait des revendeurs, mais visiblement pour vous, la vente directe est sans doute quelque chose de plus efficace, non ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on a fait beaucoup de ventes directes. Maintenant, on a de plus en plus de magasins intéressés pour travailler avec nous, et c'est important d'avoir une antenne locale pour la maintenance, le SAV, pour les services autour du vélo. Demain, ce qu'on va faire, c'est surtout travailler la personnalisation exclusive. Ce qu'on est capable de faire là où les autres fabricants ne peuvent pas intervenir, c'est faire un vélo à la carte, avec des choses qui sont même pas dans notre offre, c'est-à-dire vous voulez telle couleur, on est capable de le faire. Vous voulez telle incrustation dans la peinture, on peut le faire. Vous voulez des manivelles polies à la main, on est capable de le faire. Et travailler sur ces choses-là qui finalement rendent le produit complètement unique, et ensuite faire le relais avec notre magasin local. Et 30 secondes, récupérer j'ai vu, vous voulez donc progresser sur le moteur, récupérer la puissance du freinage. Ouais, tout à fait. Récupérer l'énergie de la puissance du freinage. Et c'est des dispositifs, ça, qui sont des dispositifs alors on parlait de l'avionique tout à l'heure, mais super élaborés quand même. Ouais, alors il y a quand même déjà des systèmes qui existent, mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, les systèmes qui récupèrent l'énergie permettent de récupérer 5 à 10% grand maximum sur la capacité de la batterie. Demain, on travaille sur des nouvelles batteries, des nouvelles technologies de moteur qui permettront de récupérer 25 à 30% d'énergie sur un trajet. Donc on est beaucoup plus élaboré, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Et ça, c'est grâce notamment à notre positionnement premium, où on peut se permettre d'innover, d'avoir des composants certes plus coûteux, mais plus aboutis techniquement. Ça s'appelle Colline, donc avec 2 E. Merci beaucoup Thibaut d'être venu nous raconter tout ça. On termine Bismarck tout de suite, les amis. Thibaut Alm, donc le fondateur de Colline, avec nous sur Sud Radio. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck, 19h30, 20h.